Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Céline Antonin. Bonjour Céline, économiste à l'OFCE, auteur de Cryptoactifs, une menace pour l'ordre monétaire et financier aux éditions Economica, toujours disponible dans toutes les bonnes librairies. On va en parler justement en fin d'émission avec la chute, le crack des cryptos et notamment du Bitcoin. À côté de vous, Victor Lequillerier. Bonjour Victor, Bonjour. Économiste et vice-président du think tank BSI Economics. Et puis Lionel Rago, que j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois dans cette émission. Bonjour Lionel, membre du Cercle des économistes et professeur d'économie à l'Université Paris-Nanterre. Merci à tous les trois. On a un programme chargé ce matin, mais on va commencer, une fois n'est pas coutume, par une plutôt bonne nouvelle. Les chiffres du commerce extérieur sont tombés à 8h45 ce matin et c'est une nette amélioration, 10 milliards d'amélioration du déficit commercial qui s'est réduit à 69,2 milliards d'euros précisément en 2025. Allez, honneur aux dames. Je commence avec vous, Céline. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les moteurs de cette amélioration? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bon, alors on peut toujours se réjouir, hein, effectivement, quand on a une amélioration du déficit. Alors, il y a effectivement un aspect énergie que vous avez évoqué, donc bien sûr ça, c'est un peu mécanique, hein, effectivement quand les matières premières énergétiques coûtent moins cher, à ce moment-là, ça améliore notre déficit. Ouais. On peut rappeler que le baril est passé en euros, c'est important aussi parce qu'il y a des questions monétaires, de 77 à 57 euros le baril de Brent, évidemment on s'en passait dans la facture. Bien sûr, donc ça c'est une première chose. Après il y a aussi notre capacité à exporter de l'électricité, enfin voilà, on est aussi meilleur sur certaines choses. Alors après, comme vous le dites, ça c'est le verre à moitié plein, oui. Donc c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, entre guillemets, c'est le fait que malgré tout, on reste encore en déficit et effectivement qu'on n'a pas résolu tous nos problèmes. Alors là, en plus, on parle notamment de l'industrie, mais il faut voir aussi que les services, on est toujours excédentaires, donc ça c'est aussi plutôt une bonne nouvelle. Mais je pense qu'il y a effectivement le fait, et on aura l'occasion sans doute d'en parler, que la France bénéficie aussi du fait qu'on est dans un environnement... En tout cas, on peut se réjouir du fait que malgré cet environnement international qui est quand même assez délétère, avec d'un côté des droits de douane qui nous sont imposés de la part des États-Unis, la Chine qui a aussi des mesures de rétorsion, on arrive quand même à s'en sortir assez bien au niveau du commerce extérieur. C'est ça qui est stupéfiant, c'est qu'on est quand même en pleine guerre commerciale depuis un an et que finalement on a quand même des résultats. Et on peut pour ça compter sur l'Europe. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des messages que j'aimerais faire passer, c'est que je pense qu'on doit d'ailleurs davantage compter sur l'Europe et que l'Europe devrait aussi davantage se protéger et vraiment faire en sorte d'être comme d'autres blocs le sont mondiaux, c'est-à-dire d'être aussi un peu protectionniste, même si ce terme n'est pas très... Pas assez aujourd'hui. En tout cas, oui, pas assez par rapport à ce que font d'autres, à ce que font les États-Unis avec l'IRA, etc. Donc je pense que ça, c'est aussi un des enseignements. On doit davantage fortifier l'Europe en termes. Et l'Europe qui signe des accords commerciaux plutôt en nombre en ce moment. Victor. Oui, je pense aussi qu'il y a, effectivement, c'est pas mal de voir le verre à moitié plein pour une fois, et je pense que c'est aussi la résultante de gains de compétitivité qui sont assez évidents, en tout cas qui se concrétisent. On a eu une inflation qui a été globalement maîtrisée en France par rapport au reste de l'Europe. On a beaucoup parlé cette semaine, et c'est majeur ces gains de compétitivité. C'est majeur. Bon, c'est de la modération salariale en termes, c'est malheureusement en contrepartie, mais c'est quand même un point qui est assez positif. Et l'autre point qui est plutôt positif à mon sens, c'est qu'on a peut-être, alors il faut que ça soit peut-être mesuré, c'est qu'on a peut-être une démonstration que la baisse des impôts à la production qui ont eu lieu ces dernières années peut-être paye. Alors peut-être que il y a encore 2 points de PIB, 2 points, pas de PIB, mais 2 points à aller chercher. Est-ce qu'il y a vraiment un effet? On peut en tout cas imaginer que ça puisse alimenter ces gains de productivité. Après, comme vous le mentionnez, il ne faut pas s'attendre à des miracles, même si on sait que là, il y a une enquête de BPI France qui est sortie qui montre que les PME sont plus enclines, en tout cas, à exporter en 2026 et que leurs carnets de commandes à l'export sont un petit peu plus remplis. Après, oui, effectivement, la concurrence chinoise, moi, je crains qu'on ne fasse jamais le poids, même si les exportations chinoises, elles amènent de la désinflation et ça permet de réduire les imports. Des gains de compétitivité, effectivement. Ces entreprises à l'export, Lionel Rago, il y en a 1700 de plus en un an. Oui, mais je crois que ça fait Donc on est conquérant quand même à l'international. Ça fait le lien avec l'autre thème de la discussion de ce matin, à savoir la désindustrialisation. C'est qu'il y a eu un arrêt, clairement.
Et donc là, les bons chiffres viennent de la baisse du coût de l'énergie. Et il n'y a pas eu de dégradation, au contraire, une petite amélioration du côté de l'industrie. Donc on retrouve dans les chiffres des choses importantes sur la réindustrialisation ou tout au moins l'arrêt de la désindustrialisation française. C'est pas encore le rebond. On a arrêté de désindustrialiser quoique. Bon signe, on va voir les chiffres. 63 bon fermetures d'usines. On va y revenir. Simplement, pour terminer avec les chiffres du commerce extérieur, il y a un chiffre qui est un peu inquiétant quand même là-dedans, c'est les chiffres de la balance commerciale. On était les deuxièmes exportateurs mondiaux il y a 20 ans encore. Pour la première fois en 2025, la balance commerciale agricole est négative à hauteur de 300 millions d'euros. Donc il y a des secteurs à surveiller encore, Céline. Oui, tout à fait. Et puis par ailleurs, il faut aussi surveiller, je pense, la question du taux de change. C'est-à-dire que nous, l'euro fort, en tant que Français, c'est pas forcément très positif pour nous. C'est-à-dire que, nous, on a tendance effectivement à voir nos importations aussi se renchérir. Donc c'est pas forcément le cas de l'Allemagne. Alors, je vais dire l'Allemagne d'avant, parce que l'Allemagne a ses propres problèmes aussi aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'ils étaient positionnés sur des produits à plus forte valeur ajoutée, et donc l'euro fort leur bénéficiait plus qu'à nous. Donc voilà. Donc c'est aussi un autre aspect à prendre en compte, puisqu'on est quasiment à 1,20 € là, donc en termes de taux de change. Ça va nous pénaliser, ça, Victor ? Nous, concrètement, oui, je pense que ça va nous pénaliser. Moi, je voulais revenir sur autre chose, c'est qu'un chiffre qui n'est pas beaucoup débattu, c'est que cette balance commerciale, en fait, elle s'est dégradée. Et symétriquement, on a vu que notre balance des revenus primaires s'améliorait. Les revenus primaires, ça correspond à quoi ? Faut expliquer ce que c'est, voilà. C'est en fait ce qu'on tire en fait comme revenus liés à nos filiales et entreprises françaises qui sont implantées à l'étranger. Et on a vraiment un effet symétrique entre ces deux balances-là. Et ce qui montre en fait que le mode d'internalisation de nos entreprises françaises, en fait, il passe davantage par des délocalisations, autant sur le territoire européen. On est le premier contingent d'entreprises européennes en Europe, en dehors de nos frontières et en dehors d'Europe. On a installé beaucoup au Brésil, en Chine, en Amérique du Nord. Et ça, c'est quelque chose qui est un point important et qui doit nous amener à réfléchir, parce qu'en fait, souvent, on considère qu'on est mauvais à l'export. Non, les entreprises françaises, elles sont fortes à l'export. Ça ne se voit pas dans les parts de marché, c'est juste parce qu'en fait, on arrive à exporter depuis d'autres pays et on en tire quand même un avantage. Et ça permet de réduire l'impact du balance commerciale sur notre sol courant, qui n'est pas si chronique. C'est bien de le rappeler. Oui, et je me permets juste, on en tire un avantage, mais ça pose quand même des questions, parce que du coup, l'emploi n'est pas en France. Et donc ça, c'est quand même, et c'est exactement pareil pour l'Allemagne, ils ont exactement ce genre de problématique. Donc c'est vrai que ça pose aussi la question de la fiscalité sur le territoire français et le fait que, typiquement, une entreprise qui doit faire aussi de l'optimisation fiscale va avoir ce genre d'arbitrage. Et donc à l'heure où on parle d'une surtaxe sur les grandes entreprises, c'est vrai que ça fait partie des... Qui se pérennise de plus en plus. Je vous vois hocher de la tête, Lionel Rago. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que c'est bon du point de vue la balance, mais il y a des effets collatéraux qui sont plutôt négatifs. C'est que la production ne se fait pas en France, donc vous n'avez pas les recettes fiscales qui vont avec, et pour l'emploi. Donc c'est ni vert ni tout. Le verre, la moitié vide, la moitié plein partout. Alors autant pour certains produits, on comprend en plus qu'il faut être proche des marchés d'exportation. Enfin, typiquement, vous produisez des voitures, par exemple, autant les produire sur place parce que c'est plus facile de pénétrer un marché. Et c'est ce qu'ils vont faire les Chinois de plus en plus. Voilà, mais autant sur certains produits, c'est pas le cas, et ça répond vraiment à des logiques davantage d'optimisation. C'est toujours l'arbitrage aussi entre la compétitivité et hors prix. C'est-à-dire, est-ce qu'on dépend vraiment du prix ou de la qualité des produits ? Donc les Allemands avaient beaucoup joué pour éviter de trop dépendre de la compétitivité prix sur la qualité des produits allemands, la marotte habituelle, qui a bien fonctionné pendant un certain temps et qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Bon, nous, on a toujours eu un petit peu de mal à se positionner par rapport à ça. Oui, mais encore une fois, avec la compétitivité et coûts qui s'améliorent grâce à cette inflation basse, 10 points d'amélioration et même 12 ces 8 à 10 dernières années, notamment par rapport à nos voisins allemands. Ça, c'est une très bonne nouvelle qu'il faut souligner. Allez, une dernière bonne nouvelle, c'est vendredi, on a envie un peu de se faire plaisir. On est quand même premier exportateur mondial, c'est ce que souligne le communiqué de presse du ministère du Commerce extérieur. Sur les boissons, un excédent de 14 milliards d'euros et sur les parfums et cosmétiques, un excédent de 17 milliards d'euros. L'aéronautique qui se porte aussi très bien. Les points de vigilance subsistent, explique quand même le ministère. Sur la chimie, c'est compliqué. Et sur les produits pharmaceutiques, où là, ça se dégrade. Voilà pour un premier panorama quand même des chiffres 2025. Mais allez, on a des bonnes nouvelles. C'est quand même sympa d'en parler. Là où c'est moins bon, c'est sur notre prévision du grand vieillissement
Dieu sait qu'en termes de démographie, on est pourtant capable de prévoir très en amont ce qu'il va se passer. Il n'y a pas vraiment de surprise. Mais là, l'adresse, la direction des recherches économiques du ministère de la Santé tire la sonnette d'alarme. Il va manquer entre 150 000 et 200 000 salariés pour gérer le vieillissement de la population d'ici 2050. Alors, on a peut-être le temps encore de redresser la barre. Il n'empêche que 3 défis majeurs démographiques, 5 millions de seniors de plus d'ici 2050, des seniors plus âgés, plus dépendants. On sera à près de 3 millions de personnes en perte d'autonomie. Un défi structurel avec le désengagement des EHPAD et social et économique avec ces emplois. Lionel Rago, j'ai envie de me tourner vers vous. Qu'est-ce qui manque dans le logiciel pour qu'on ouvre les yeux sur ce qui se passe ? Alors, déjà, ouvrir les yeux, c'est pas le premier rapport. Ils sont très nombreux, les rapports qui alertent sur les difficultés du financement du vieillissement. Voilà, c'est récurrent. On a beaucoup parlé des retraites, c'est logique, mais il y a eu, depuis 10-15 ans, on pourrait énumérer des dizaines de rapports, y compris au niveau gouvernemental, pour alerter sur les besoins de financement que va impliquer cette perte d'autonomie croissante avec le vieillissement. Donc, on a créé une 5e branche de la Sécu, me semble-t-il, en 2020. C'est vraiment pas quelque chose qu'on découvre, qui est bien établi. Donc c'est un problème de décision politique. Je voudrais juste me permettre, comme vous avez dit, la démographie, c'est quelque chose effectivement qui évolue très lentement, qu'on arrive à bien prévoir. C'est pas aussi simple que ça. Si je reviens 2 ou 3 ans en arrière, qui aurait dit qu'en 2025, pour la première fois, le solde naturel de la France serait négatif ? Et plus tôt que prévu. Oui. Mais il y a 20 ans, on avait prévu ce pic. On l'attendait en 2020 même, sous Jospin. Donc c'est moins facile que vous le dites. Oui, la démographie, c'est pas aussi simple que ça. Je me souviens de la mise en place du fonds de réserve des retraites où quand même on avait prévu le pic, mais c'est vrai que ça devait arriver un petit peu... C'était surtout le pic des baby-boomers. Un peu plus tard, effectivement. Il me semble qu'on avait prévu un plan autonomie, un plan grand âge quand même, en 2018, par Emmanuel Macron, qui devait être présenté le 12 février. Là. Alors qu'est-ce qui se passe ? Problème de financement ? Mais financement, on n'avait pas mis un cinquième pilier de la sécurité sociale en 2020, me semble-t-il, Céline Antonin, et on en est où aujourd'hui ? On en est où ? On n'est pas très très avancé, c'est-à-dire qu'on met en place des piliers, mais enfin après, si derrière on n'a pas une perspective claire en matière de financement, je pense que alors moi je vais peut-être être un peu brutal, mais sur ces questions, je vous laisserai parler, c'est davantage votre domaine, mais il me semble qu'il n'y a pas 36 possibilités. Effectivement, si on prend en compte l'état de la démographie, l'état du vieillissement, moi, je pense que c'est très dommageable d'avoir retardé la réforme des retraites. Enfin, je veux dire, moi, je veux bien qu'on veuille à la fois satisfaire... dans le projet de budget de la sécurité sociale. Je pense que le principal problème, c'est le problème du blocage politique. C'est-à-dire que clairement, il ne fallait pas retarder l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. Et je pense qu'il faut d'ailleurs sans doute l'augmenter davantage. Il y a plusieurs possibilités. Soit on fait le choix de continuer à avoir des retraités qui sont indemnisés de façon plutôt généreuse, mais c'est le choix du modèle social qu'on a fait. Soit, si on fait ce choix-là, il faut de toute façon travailler plus longtemps, puisqu'on aura un déficit à ce niveau-là. Soit à ce moment-là, on accepte que les retraités perdent en pouvoir d'achat, et alors on continue à maintenir, disons, un âge de départ qui soit bas, mais alors à ce moment-là, on accepte qu'il y ait une baisse du niveau de vie. Donc voilà, je pense que ça fait partie des choix collectifs. Moi, personnellement, je suis plutôt en faveur du premier choix, parce que je pense que ça fait partie du modèle social que la France a voulu instaurer. Mais il n'y a pas 36 possibilités, me semble-t-il. Donc. Alors l'INSEE a sorti un papier très intéressant hier sur l'évolution des dépenses publiques. Alors 2024, le chiffre est un peu vieux, mais quand même, en 2024, on avait eu pas mal d'inflation, 4-5%. L'INSEE nous rappelle que sur les 64 milliards d'euros d'augmentation de la dépense publique en 2024, Victor Lequi-Laurier, 23 milliards sont partis dans les pensions de retraite. Donc on met de l'argent quand même sur la branche vieillesse dans ce pays. Oui, et puis on a un écart d'environ 2 points de PIB, 2,5 points de PIB de dépenses des retraites par rapport au reste de la zone euro. Donc ça montre bien en fait qu'on est vraiment, c'est vraiment là où il faut l'accentuer, et c'est que c'est très déplorable qu'on n'ait pas eu le courage de faire cette réforme sur
sur les retraites. Et en dehors des retraites, effectivement, l'objectif, c'est d'augmenter le taux d'emploi des seniors, qui reste quand même assez bas par rapport à des pays comparables en combien en euros. 10 points d'écart avec l'Allemagne. Mais ça pose d'autres questions aussi sur peut-être. On sait que mécaniquement, quand on augmente le taux, l'âge de retraite, le taux d'emploi des seniors augmente. Mais je pense qu'il y a aussi une problématique de savoir aussi en fait les politiques en termes de formation pour que justement ces seniors ne se retrouvent pas dans des situations délicates. Et ça, en tout cas, ça changera rien au fait que notre ratio dépendance vieillesse il se dégrade, on a de moins en moins d'actifs pour financer ce système. Et je pense que là, on revient. Pareil, il y a eu, je crois hier, moi je ne suis pas forcément favorable, mais je crois que le gouvernement et l'État s'emparent du sujet de se dire il faudrait renforcer le taux de natalité. Je pense que une lettre va être envoyée à tous les jeunes de 29 ans. Une injonction un peu bizarre. Mais on est plus sur un plan de lutte contre l'infertilité, en réalité, des informations pour la lutte. C'est une question de pouvoir d'achat. Enfin, je pense que c'est largement une question d'accès au logement. Enfin, pour moi, c'est des questions qui sont beaucoup plus larges que juste de se dire, on a un problème de natalité. Lionel Rago. Le premier point, les politiques natalistes, on n'a pas d'exemple de politique nataliste qui a très bien marché. Ça fonctionne nulle part, on est d'accord, Lionel Rago. Tout le monde essaye, c'est pas l'État. Pourquoi en France, on avait un taux de natalité aussi élevé par rapport au reste des pays européens, on a du mal à le comprendre. Maintenant, on a du mal à expliquer pourquoi tout d'un coup, en quelques années, il s'est fortement dégradé. C'est très très compliqué sur les taux de natalité de connaître les déterminants. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme va faire un enfant, va pas le faire, va retarder, etc. Donc, en même temps, j'ai envie de dire qu'il y a parfois des éléments de bon sens, c'est-à-dire quand on voit l'augmentation du coût du loyer, du logement, des difficultés, le manque de crèches. Tout ce que je veux dire, c'est si on espère que c'est à travers une politique nataliste qu'on va résoudre le problème, on est mal parti. On sait que ça ne marche nulle part. Alors, le deuxième point que je veux dire, c'est qu'il n'y a vraiment pas de miracle. Sur un régime de retraite par répartition, comme notre régime, il n'y a que 3 manières de l'équilibrer quand il est en déséquilibre lié au vieillissement. C'est soit vous augmentez les cotisations, mais c'est déjà 28% de la fiche de paye aujourd'hui. Sur de la fiscalité et de moins en moins sur des cotisations parce que ça pèse trop sur le coût du travail, ça pose des problèmes. Soit vous baissez les pensions. C'est ce qui a été plus ou moins fait en réalité. Une partie de l'ajustement s'est fait là. Alors on dit qu'elle reste généreuse, mais par rapport aux générations passées, elles sont plus aussi généreuses. Elles ont perdu un petit peu en pension. Soit vous retardez l'âge de départ à la retraite. Bon. Le problème, c'est qu'apparemment les Français ne veulent pas de cette solution. Et en grande partie. Cela dit, je ne sais pas. Est-ce qu'on les a vraiment mis devant ce choix clair ? C'est pas évident. Je pense qu'en plus, il y a une question aussi potentielle de développement de la capitalisation. Enfin, il y a aussi d'autres questions qui sont récurrentes. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question des retraites, par exemple, sur le fait de dire qu'on n'a pas été si généreux. Par exemple, il faut quand même se rappeler que quand on nous dit les retraites ont augmenté, c'est parce qu'il y a eu de l'inflation et parce que les retraites sont indexées justement sur l'inflation. Absolument. Et qu'on a désindexé de l'évolution des salaires parce que c'était c'était au désavantage des retraités en fait, à la base. Et c'est vrai que quand il y a une période de forte inflation, disons, à ce moment-là, on a dit c'est pas juste parce que les retraités gagnent plus. Mais il ne faut pas oublier quand même que pendant ce temps-là, ils n'ont pas eu les gains de pouvoir d'achat qu'ont eu les actifs avant. Donc c'était un choix aussi. Oui, c'est vrai que ça soit un des enjeux de la présidentielle qui viennent, mais un véritable. Et Jean-Pascal Beaufret réagit sur Twitter. Vous pouvez réagir également sur mon compte Twitter, @legenra, LEGENRA. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, on les relaiera durant l'émission. Mais qui rappelle Jean-Pascal Beaufret, c'est un ancien haut fonctionnaire dont le grand combat est d'expliquer qu'il y a un déficit caché des retraites aussi, celui des fonctionnaires qu'on finance directement avec nos impôts, et qui rappelle ces chiffres, un besoin de financement global des retraites de 81 milliards en 2024, sur les 412 milliards de dépenses, et ce sera probablement 85 milliards en 2025. Donc c'est un des sujets majeurs à poser aujourd'hui sur la table, non, Lionel Rago ? Oui, alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que il se les paye à lui-même les cotisations. Donc vous voyez, c'est un déficit caché, mais en même temps, c'est pas ce qui ne s'est pas versé comme cotisation. S'il avait versé ses cotisations, il aurait dû augmenter les impôts. Donc vous y retrouvez, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est la même caisse. Mais ça a des répercussions, notamment dans l'éducation, où on voit que le niveau de rémunération des enseignants, il n'est pas très élevé, et que justement, parce que le niveau de cotisation, il a dû augmenter pour payer des retraités. Et c'est justement le grand problème de la France, c'est qu'on n'investit peut-être pas suffisamment, on n'investit pas suffisamment dans l'éducation.
Et je pense que c'est aussi un peu lié à cet artefact statistique qui permet en fait de cacher plus ou moins en fait ce système de retraite des fonctionnaires qui n'est plus présentable en tant que... Et c'est vrai qu'on le dit pas, mais une grande partie de l'augmentation du budget de l'éducation nationale est en réalité pour payer ces pensions de fonctionnaires des anciens professeurs, et que ça ne va pas forcément effectivement dans la poche des enseignants qui ont aujourd'hui un niveau de rémunération effectivement assez peu élevé. Une dernière question pour terminer sur l'autonomie, ce grand enjeu du vieillissement de la population française. Il y a un sujet dont parle absolument pas l'étude de l'adresse, c'est la robotisation. Oui. Est-ce que finalement on aura besoin d'autant d'EHPAD et d'autant de personnes en chair et en os? On peut imaginer que la robotisation va quand même énormément aider le vieillissement de la population, Lionel Rago. On aura toujours autant besoin d'établissements. Vous ne remplacez pas les établissements par... ce que vous remplacez, c'est effectivement du personnel. On a 5 millions de seniors qui vont arriver. C'est beaucoup de monde. Donc, là, on a une belle expérience. On va prendre le cas du Japon. Oui. Puisque, effectivement, une grande partie de ces emplois, souvent, sont pris en charge par des immigrés. Parce que ce n'est pas des emplois très attrayants. Oui. S'occuper de personnes et puis des emplois difficiles, physiques et usants. Donc, dans la plupart des pays, ce sont des immigrés qui assurent ce type d'emploi. Mais dans un pays comme le Japon, qui est très fermé, ils ne veulent pas faire appel aux immigrés. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont développé et qu'ils sont très en avance sur la robotisation, non pas dans l'industrie, ça ils étaient déjà aussi en avance pour la même raison, mais le virage avant nous. Dans les services. Ils sont très en avance, et vous avez déjà, ils sont déjà présents dans le soutien aux personnes âgées, et ils sont aussi présents dans les écoles. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit Maintenant, dans les écoles, vous avez des robots qui sont là pour aider l'enseignant dans les démarches pédagogiques. C'est-à-dire, on a des robots qui tapent avec la règle sur les doigts des enfants quand ils n'écoutent pas bien. Mais qui vont aider l'enfant à réciter sa table de multiplication. Avec l'intelligence artificielle, l'IA, est un outil majeur pour la pédagogie. Quand on parle de robots, avant c'était manuel, la robotisation c'était manuel. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que non seulement il va être manuel, mais il va être intellect. Donc, ça change radicalement les choses. Donc, il peut faire ce genre d'activité. Oui. Sachant que ce que montrent les études justement sur l'IA ou sur les robots, c'est que ce qui est le plus facile quelque part à remplacer, le plus difficile plutôt, c'est tout ce qui est manuel en fait justement, et tout ce qui est par exemple pour les personnes âgées, c'est pas facile en fait de faire les bons gestes, etc. Et c'est ce dans quoi la robotique a le plus de mal finalement. Donc je pense que malgré tout, c'est des emplois qui sont pas toujours très qualifiés, mais qui sont ceux dont on a besoin et qui sont peut-être moins menacés aujourd'hui par l'intelligence artificielle que des emplois plus col blanc, disons, qui sont plus faciles à systématiser. Alors même si moi je pense que de toute façon il y a des tâches qui disparaissent, il y en a d'autres qui apparaissent, et que de toute façon un emploi global c'est toujours compliqué à remplacer. Puis je pense qu'après ça dépend le modèle de société qu'on veut. Est-ce que on a envie que les personnes âgées n'interagissent qu'avec des robots, etc. Bon, est-ce que ça va devenir un luxe personnes âgées déjà extrêmement isolées, effectivement. Oui, voilà. Donc et est-ce que quelque part on n'a pas aussi toute une jeunesse qui est éloignée de l'emploi et qu'il faudrait former à certains métiers, revaloriser certains métiers du soin et effectivement donner des perspectives, parce que c'est pas comme si on avait 0% de chômage pour les jeunes, ou un chômage frictionnel. Donc je pense que il y a de quoi faire des formations. Ces choix vont se faire dans les quelques années qui viennent. Mais c'est la dernière question que j'ai envie de poser, un tour de table. Est-ce qu'on prépare activement notre grand vieillissement ou pas? Est-ce que on avait un grand le plan grand âge devait être présenté le 12 février. La ministre a décidé de quitter le gouvernement. Ce rapport, attendu depuis 2018, est reporté sine die. Est-ce qu'on se prépare ou pas à notre vieillissement? La situation est connue, donc les yeux ils sont grands ouverts, on sait très bien vers quoi on va comme difficulté, mais pour l'instant il n'y a pas eu de courage ou de décision politique pour savoir comment on va le prendre en charge. Non, mais pour l'instant, on en est à essayer de ne pas mécontenter certains groupes politiques, etc., de voter un budget coûte que coûte, et on n'en est pas du tout à avoir conscience des grands enjeux à 5-10 ans. Un horizon à très court terme, alors qu'il faut voir du long terme. Victor Lequillerier. Oui, je pense que pour rebondir sur ce qui a été dit, moi je pense qu'il y a aussi un problème d'allocation en fait, de la main-d'œuvre, parce qu'effectivement, on sait depuis longtemps qu'on a ce problème-là. Je ne sais pas vraiment s'il y a eu un ajustement au niveau de la formation. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit un sujet spécifique au grand âge. Et je pense qu'il y a quand même on pourrait le décliner sur quelques sujets. Oui. Ouais, je pense que c'est un sujet plus large et qui revient toujours un peu à cette idée. Même là, à cet endroit-là, en fait, la formation peut répondre à des problèmes qui sont identifiés depuis un certain moment. Et je ne suis pas sûr qu'on soit très enclin à les prendre. Pour donner une image très simple, c'est ce pilier autonomie.
on sait très bien le coût qu'il va représenter, mais alors maintenant, comment on finance ce coût? Il a 5 ans, hein. Le 5e pilier, c'est un peu la 5e roue du carrosse. C'est 43 milliards de dépenses en 2025 ou 2026, je ne sais plus si c'est la prévision. On est déjà en déficit d'1,5 milliard. Cette branche n'a que 5 ans d'existence. Il manque des financements, comme d'habitude.